Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre nouveau webinaire de la semaine du numérique, hein. Donc pour nos fidèles qui nous suivent depuis un petit moment, vous commencez à avoir l'habitude de nos webinaires. Donc durant cette semaine, deux webinaires par jour, hein. On est un mercredi matin, on est à la moitié de la semaine du numérique. Donc c'est toujours avec plaisir que toute l'équipe numérique, on vous partage les informations et différents sujets liés au numérique. Donc, un petit point rapide pour évoquer ce qu'on va traiter ce matin. Donc, le sujet, c'est, j'ai mis simple, hein, la propriété intellectuelle. Donc, on va évoquer les brevets, les dépôts, l'INPI, etc. Donc, vous avez un petit peu l'habitude de nos outils maintenant de Zoom, hein, avec les petits pictos en bas pour échanger avec nous, avec les questions-réponses et puis le mode chat, hein. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions. On répondra à ce qu'on évoquait tout à l'heure, soit au fil de l'eau, soit à la fin, suivant les questions que vous nous poserez. Petit rappel, donc au niveau de la Chambre de métier, une équipe de différents collègues répartis sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, hein. Donc, Thierry dans le 89, David qui couvre plusieurs départements, le 25, le 70, le 90, Lionel qui est dans le 39, moi-même qui suis dans le 21, Laurie qui est dans le 58, et puis notre petite nouvelle collègue Émilie qui a rejoint l'équipe numérique il y a quelques petites semaines et qui donc va intervenir sur le 71. Bon, sachant ce qu'on dit à chaque fois, hein, on n'est pas attaché à nos départements, on a des compétences différentes et complémentaires, donc ce qui nous permet d'évoquer les sujets ensemble et éventuellement que ce soit des collègues différents qui interviennent suivant les demandes que vous avez à nous faire. Donc voilà pour la petite présentation. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Éric Lauberger, hein, donc pour le sujet qu'on va évoquer ce matin. Donc on est toujours dans la même formule, à peu près 1 heure et quart, hein, de webinaire. Et puis, on verra ce qu'on disait tout à l'heure, les questions qu'on aura à traiter au fur et à mesure de vos demandes. Voilà, donc j'arrête mon partage, je passe la main à Eric, et puis n'hésitez pas à nous poser des questions, et puis on fera le point au fur et à mesure. Voilà, Eric, à toi. Très bien, très bien. Merci Pascal pour cette introduction. Alors, je vais commencer commencer par partager une petite présentation hein, que j'ai. Alors, écran 1, écran 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre celui-là. Partager. Voilà, alors la question traditionnelle. Est-ce que vous voyez bien mon partage? Moi, c'est bon. C'est bon? Ouais, Euh, Très bien. Alors, je vais simplement regarder si moi j'ai la main dessus. Mais normalement, oui. Voilà. c'est bon, impeccable. Tout va bien, tout va bien. Donc la technique suit, c'est parfait. Donc merci Pascal pour cette introduction. Alors je me présente rapidement, Éric Lauverger. Je ne suis pas de la Chambre des métiers, mais de la Chambre de commerce. Voilà, c'est une autre chambre consulaire On vous aime bien quand même. Ouais, oui, oui, je sais bien, et réciproquement, et réciproquement. Un autre réseau consulaire, effectivement lié plus à l'industrie et au commerce. Euh, voilà, je travaille donc au sein de la structure régionale de ce réseau, hein, la Chambre de commerce et d'industrie de région Bourgogne-Franche-Comté, et j'anime une compétence toute particulière qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la propriété intellectuelle, et je vais un petit peu vous expliquer comment est-il possible de protéger les idées que vous pouvez avoir. On a parlé de protéger votre avenir aussi, effectivement. Une idée qu'on a un jour J, effectivement, il s'agit de la protéger pour pouvoir exploiter cette idée le plus longtemps possible et donc s'assurer un avenir certain. Alors, il existe en France, et comme dans tous les pays du monde d'ailleurs, hein, des outils pour ça. Hein. Ces outils sont rassemblés dans un code, le code de la propriété intellectuelle. Alors, il n'est pas question pour moi ce matin, effectivement, de vous noyer dans ce code rouge, hein, voilà, mais simplement de vous expliquer très succinctement ce qu'il est possible de faire et comment le faire. Alors, je rentre directement dans le vif du sujet. La propriété intellectuelle, c'est quoi hein?
C'est un outil juridique qui permet d'obtenir un monopole sur un marché. Alors c'est bien ça qu'on va chercher. Je commence toujours par là, en expliquant que, donc Pascal a cité par exemple le, le, le brevet d'invention comme titre de propriété intellectuelle. Lorsqu'on dépose un brevet d'invention, c'est bel et bien pour obtenir un monopole sur le marché que l'on vise. Hein, où on veut être le seul sur cette création caractère technique, donc, hein, si on parle de brevet d'invention, on veut être le seul, on veut écarter les autres, on veut attaquer les autres en contrefaçon si jamais ils viennent nous marcher sur nos plates-bandes. Hein. C'est bien ce monopole que l'on va chercher, et cet outil juridique et ces outils juridiques rassemblés dans le Code de la propriété intellectuelle ont bien cette visée-là, obtenir un monopole sur un marché. Et effectivement, un petit peu griller l'aspect concurrentiel que l'on a habituellement. C'est un droit territorial. Alors là, je vais mettre un petit bémol quand même. Quand je dis pays par pays, ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon, malgré tout, c'est un droit territorial. Gardez en tête que lorsqu'on va chercher à obtenir ce fameux monopole, hein, on va le chercher et on va le déposer, on va déposer ces titres pays par pays. Il y a il y a deux exceptions, si vous voulez, à ce principe pays par pays. Et ces exceptions sont des exceptions européennes. Il existe aujourd'hui en Europe une marque communautaire qui vient se poser sur tous les pays de l'Union et un brevet communautaire. Mais sinon, pour tout le reste, on va traiter les choses pays par pays. Je rentre concrètement, directement dans le vif du sujet. On l'a déjà cité, le brevet. Dans ce code de la propriété intellectuelle, un des titres proposés, c'est le brevet d'invention. Par le brevet d'invention, je vais y revenir un peu plus tard pour vous expliquer un peu plus précisément, mais je protège une technologie ou un procédé. Là, on est vraiment dans le monde technique. Deuxième outil, c'est la marque. Là, je vais protéger un signe distinctif. Baptiser son activité, c'est un passage quasi obligé pour tout le monde. C'est pour ça que la marque vraiment va concerner un large panel d'entrepreneurs. L'idée, c'est bien d'obtenir un monopole de l'utilisation de ce nom-là pour son activité. Je protège un signe distinctif. Je vais y revenir aussi, bien sûr. Le troisième, c'est le dessin et modèle. Là, je protège la forme d'un produit. Moi, j'appelle ça souvent l'empreinte visuelle d'un produit. Le style d'un produit. Exemple, hein, je pose à 50 mètres de vous une bouteille de Coca-Cola, vous la reconnaissez cette bouteille par sa forme. Elle est très caractéristique. C'est à travers cette caractéristique-là ou cette originalité-là que l'on va pouvoir acquérir un dessin modèle. Et enfin, quatrième larron, c'est le droit d'auteur, où là, je protège une création d'ordre intellectuel. Alors, je vais y revenir aussi. On y trouve pas mal de choses là-dedans. Hein. On y trouve toutes les créations musicales, les œuvres artistiques, les créations d'un peintre, par exemple, d'un sculpteur. Et on y trouve même, ce qui est appelé dans le code les logiciels. On va plutôt appeler ça des applications aujourd'hui, hein, effectivement, avec le monde numérique que l'on vit. Mais c'est un peu pareil. Tout ça, on va le retrouver dans un chapitre qui s'appelle le droit d'auteur. Donc, clairement, dans ce code de la propriété intellectuelle, aujourd'hui et ce matin, je vais vous parler de ces quatre choses-là. Le brevet, la marque, le dessin et modèle et le droit d'auteur. La première remarque que je peux faire autour de ces quatre titres-là, et je laisse pour l'instant cette présentation devant vous, c'est qu'il y a une différence entre les trois premiers et le dernier. Entre le brevet, la marque et le dessin et modèle, d'une part, et le droit d'auteur, d'autre part. Une grosse différence, une différence qui est liée à l'acquisition du titre. En l'occurrence, le brevet, la marque et le dessin modèle, il est absolument nécessaire d'opérer ce qu'on appelle un dépôt. Pascal a évoqué l'INPI tout à l'heure, un dépôt auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Vous voulez un brevet, il faut le déposer auprès de l'INPI. Vous voulez une marque, il faut la déposer auprès de l'INPI. Vous voulez un dessin modèle, il faut le déposer auprès de l'INPI. Et lors de ce dépôt, on va vous demander plein de choses.
On va demander qui c'est qui dépose, quelle est la marque que vous voulez déposer, quelles sont les activités qui y seront associées. Enfin bref, on vous demande pas mal de renseignements. C'est un dépôt formel, c'est un dépôt administratif. C'est un passage obligé pour obtenir ces titres, que ce soit donc un brevet, une marque ou un dessin modèle. Pour le droit d'auteur, c'est différent. Vous pouvez toujours aller sur le site de l'INPI, vous ne trouverez pas un onglet droit d'auteur et déposer un droit d'auteur. Ça n'existe pas. Juridiquement parlant, il n'y a pas une obligation de dépôt pour ce qui est du droit d'auteur. Et quelque part, si vous voulez, si moi je prends une feuille blanche avec un stylo et je dessine une belle fleur, cette création que je viens de terminer, il y a un droit d'auteur qui vient de naître, direct, là, tout de suite, naturellement, automatiquement. Ce droit d'auteur, il existe dès lors que j'ai fini le dessin. Et quelque part, si l'un d'entre vous décide de me piquer ma belle création, reproduire cette création sur des t-shirts et vendre les t-shirts, je suis en droit de vous attaquer en contrefaçon. Parce que cette création, c'est la mienne, j'ai un droit d'auteur dessus. Et je suis donc en droit de vous attaquer en contrefaçon. La difficulté que vous allez avoir, bien évidemment, à ce moment-là, et à cette étape-là, c'est qu'on va vous demander de prouver que vous êtes bien l'auteur de cette création. Et comme il n'y a pas de dépôt formel, la preuve, des fois, elle est difficile à faire. Ce qui m'amène à vous dire que oui, effectivement, juridiquement, il n'y a pas de dépôt formel pour un droit d'auteur, mais malgré tout, il faut absolument vous ménager une preuve de date de création par tout type de moyens. Ces moyens-là, je les évoquerai un petit peu tout à l'heure lorsque je vous parlerai de droit d'auteur. Mais il y a bien cette distinction que l'on peut faire entre les 3 premiers titres et le droit d'auteur, où dans les 3 premiers, j'ai besoin de faire un dépôt formel, c'est-à-dire j'ai besoin de faire une action administrative auprès de l'INPI pour obtenir ces titres-là, et le 3e, où là, je suis un peu libre dans ce que je peux faire, dans les preuves que je peux me ménager pour prouver que je suis bien l'auteur de cette création. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, comment je protège le produit, le procédé que j'ai inventé? Eh bien, pour procéder à un nouveau produit, une amélioration d'un produit, ou un procédé innovant, vous pouvez recourir au brevet ou au secret. Voilà. Alors, je vous ramène un 5e larron, là, le secret. Je vais y venir un petit peu, je vais un peu y rester, mais ce secret-là est une alternative, si vous voulez, au brevet, dès lors que si sur le produit que vous souhaitez protéger, ou sur le procédé que vous souhaitez protéger, on ne le voit pas sur le produit final que vous mettez sur le marché. Lorsqu'on ne voit pas votre idée directement sur le produit qui est proposé à vos clients, vous pouvez vous dire, au lieu de déposer un brevet, qui va un peu me coûter des sous quand même, hein, je vais y revenir tout à l'heure. Au lieu de dépenser ces sous, je vais peut-être garder mon innovation au secret, je ne vais rien dire à personne, je vais bien la cacher, je vais faire en sorte que personne ne la voit, et à travers ça, j'aurai peut-être une protection qui sera peut-être tout aussi efficace et de toute façon, une protection qui sera sans frontières de fait, hein, par nature. L'exemple que je peux vous donner sur ce secret-là, c'est un exemple qui n'est pas très très vieux, qui concerne une petite entreprise d'injection plastique dans le Jura, qui injectait alors je n'en ai pas autour de moi, mais qui injectait les capuchons de stylo bic. Hein, vous imaginez les volumes, hein, de produits qui étaient injectés. C'est le moule d'injection qui était utilisé par cette entreprise-là, il avait trouvé justement une amélioration, hein, comme je le mets sur ma présentation, une amélioration à ce moule, une amélioration qui lui permettait à cet injecteur de pouvoir injecter ces produits un peu plus vite, avec une cadence un poil plus élevée. Hein, il gagnait entre 5 et 10% de cadence. Ce 5 et 10% était extrêmement important pour lui parce que ça le positionnait commercialement par rapport à ses concurrents d'une manière un peu plus sympathique. Puis il s'est dit non, je ne vais pas déposer de brevet là-dessus parce que sinon mes concurrents vont voir comment je fais. Je décide de ne pas déposer de brevet et je maintiens un secret là-dessus. Je fais signer des accords de confidentialité à tous mes agents de maintenance qui ont les yeux dans mes moules.
Et je décide d'organiser ce secret. C'est une alternative que vous pouvez avoir au brevet lorsqu'on parle de produits, de procédés, en tout cas d'innovation à caractère technique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comment je protège le nom de mon entreprise, le nom de mon produit et de mon service. Vous me voyez venir, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. La solution, si vous voulez vendre des produits ou proposer des services qui portent un nom, vous pouvez vous protéger en déposant une marque, ce qu'on appelle la marque de fabrique, une marque qui va, si vous voulez, servir à distinguer vos produits, vos services de ceux de vos concurrents. Voilà. C'est ça la fonction de la marque. Je vais y revenir un petit peu plus tard et je vais vous préciser un petit peu les choses un peu plus tard. Ça, c'est la seconde solution. Troisième solution, la forme de mes créations, si jamais j'ai effectivement une forme spécifique à mes créations. Exemple, ma nouvelle collection de vêtements, mes nouvelles créations, nouveaux dessins de meubles, par exemple. Et ben là, pour protéger les créations esthétiques ou le design de vos créations, vous bénéficiez automatiquement de la protection par le droit d'auteur, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dès lors que vous avez fini de dessiner votre produit, votre vêtement, votre meuble, il y a un droit d'auteur qui naît. Donc ce droit d'auteur, évidemment, est utilisable. Vous pouvez aussi les protéger par un dépôt de dessins et modèles. Et là, petite particularité du droit français, mais cette particularité, elle se retrouve quand même dans pas mal de droits au travers de notre planète. Vous avez une création, par exemple, le dessin de ma bouteille de Coca-Cola, là, très caractéristique. Ben, en fait, on a deux moyens de le protéger. Il y a deux outils. Hein. Il y a le droit d'auteur et il y a le dessin et modèle. On a deux outils pour protéger la même création. Hein, c'est une particularité du droit. Ce sont des choses que vous pouvez très bien mettre en œuvre et qui permettent, si jamais vous avez un problème de contrefaçon, par exemple, d'utiliser soit le dessin et modèle pour une attaque en contrefaçon, et si les choses ne se passent pas trop bien, bah vous attaquez en contrefaçon sur le terrain du droit d'auteur. Voilà. Hein, vous avez deux terrains juridiques possibles pour attaquer votre contrefacteur et c'est plutôt bénéfique pour le titulaire. Hein. Ce que je dis, hein, il est également possible de cumuler ces deux moyens de protection. C'est une particularité du droit français. Les deux vont de pair pour certaines créations. Alors moi, si vous voulez mon conseil entre les deux, quand vous pouvez utiliser les deux, bien sûr, utilisez les deux, mais le droit d'auteur est plutôt adapté à des créations qui ont un caractère unique, quelque part. Hein. Je parle effectivement, par exemple, de la sculpture d'un artiste. Le dessin et modèle va être plus adapté à une création qui va être reproduite en X exemplaires. Exemple, la bouteille de Coca-Cola. Là, effectivement, on va la retrouver dans des millions, voire des milliards d'exemplaires sur la planète. Là, le dessin et modèle est plus adapté. Maintenant, clairement, le cumul des deux est possible dans la plupart des cas. Ça, c'est le troisième chapitre. Et enfin, le dernier chapitre, hein, on va parler de roman. Comment on protège un roman, donc un écrit, un scénario, un poème, les paroles d'une chanson, ma musique, ma peinture, mon dessin, ma photo. Et là, on est cette fois complètement et exclusivement dans le champ du droit d'auteur. Hein. Dès lors qu'elle présente un caractère original, c'est-à-dire qu'elle témoigne de l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est ça les critères qui sont définis dans le Code de la propriété intellectuelle, ben, on a la possibilité de protéger cela par un droit d'auteur. Donc voilà, j'ai rebalayé une seconde fois, si vous voulez, les quatre modes de protection qui peut exister, en évoquant encore une fois le petit cinquième qui est le secret. Je résume ça, si vous voulez, dans cette présentation-là. Ensuite, je vous ferai quelques petits exemples. Mais la première chose que l'on peut dire dans ce petit résumé, c'est juridiquement, une idée, un concept ne peut pas être protégé. Hein, l'idée, le concept, on ne peut pas protéger une idée ou un concept. Juridiquement, ce n'est pas possible. Seule la matérialisation de cette idée ou de ce concept peut être protégée. Et là, je vais vous faire un petit exemple pour vous illustrer ça. C'est un exemple que je donne à chaque fois, mais il est facile à comprendre et il est très imagé. Un jour, une personne est venue me voir
en me disant, voilà, j'ai une super idée, je vais utiliser les espaces disponibles sur les échafaudages de ravalement de façade en ville lorsqu'il y a des travaux. Tous ces espaces-là sont moches, sont disponibles. Et sur ces espaces-là, moi, mon idée, c'est de prendre les panneaux, les structures 4 par 3 publicitaires que l'on trouve au bord des routes. Je prends les mêmes et je les accroche sur ces échafaudages de ravalement de façade. Et après, je loue des espaces publicitaires à mes annonceurs. C'est ça mon modèle économique. Je vais louer à des annonceurs ces espaces-là, ces espaces publicitaires. Si on s'arrête là, dans la description de l'idée de ce monsieur, on est au stade de l'idée du concept. Là, juridiquement parlant, je n'ai rien à proposer, rien à mettre en face pour protéger cette idée ou ce concept. Il n'y a pas de solution. Par contre, ce porteur de projet, ce monsieur, il a continué son discours en disant oui, alors moi, justement, je travaille dans le domaine des ravalements de façade. Donc moi, les échafaudages, c'est mon métier. Hein, je les monte, je les démonte. Je connais bien les profils qui sont utilisés dans ce domaine-là. Et puis mon cousin, il travaille dans une petite boîte qui fabrique des panneaux 4 par 3 justement publicitaires. Donc il m'a filé les profilés qu'il utilisait, des échantillons. Et moi, j'ai imaginé un crochet qui coopère bien avec les profilés utilisés dans les panneaux 4 par 3 et d'un côté, et de l'autre, qui coopère bien avec les profilés que moi j'utilise dans mes échafaudages. En l'occurrence, je prends un cadre 4 par 3 existant et avec 4 crochets aux 4 coins, les crochets que j'ai inventés, eh ben, j'accroche d'une manière très sécure mon panneau à mon échafaudage. En l'occurrence, la personne en question, le porteur de projet en question, a déposé un brevet sur son crochet. La petite moralité de cette histoire et l'illustration que je peux faire effectivement de cette idée, de ce concept qui n'est pas protégeable, mais la matérialisation l'est, c'est que dans cet exemple-là, accrocher des panneaux 4 par 3 sur des échafaudages de ravalement de façade en ville, tout le monde a le droit de le faire. Il n'y a pas d'interdiction. Par contre, lui seul, le porteur de projet qui était en face de moi, lui seul a le droit d'utiliser les crochets qu'il a protégés par un brevet. Il a l'exclusivité là-dessus. Les autres, il faut qu'ils fassent autrement. Ah, qu'ils mettent du fil de fer, du scotch, ils font ce qu'ils veulent, mais les crochets qu'il a inventés, lui seul est en capacité de les utiliser. Donc, vous voyez bien la différence entre ce qu'est un concept, une idée, qu'on ne peut pas protéger, et la matérialisation de cette idée, c'est comment vous allez réaliser cette idée et ce concept, comment vous allez mettre en œuvre cette idée et ce concept, où là, des solutions existent. Et clairement, les solutions, je les rappelle encore une fois, l'idée, le concept n'est pas protégé en tant que tel, c'est ce que je mets. Seule la matérialisation de cette idée et de ce concept peut être protégée. Alors protégée par quoi? Par un brevet, si cette matérialisation est une innovation technique, par un dessin et modèle si l'idée est esthétique sur le produit, par une marque pour tout signe qui permet d'identifier les produits et services que vous allez proposer à votre clientèle, donc identifier par rapport à vos concurrents, bien sûr, évidemment. Et le droit d'auteur si votre concept se matérialise par une œuvre artistique ou littéraire. Moi, j'oublie jamais mon petit dernier, il est toujours là en dernier, en gardant en certains cas le secret sur votre idée, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, où voilà, on peut, dans certains cas, garder le secret. En lieu et place voilà, par exemple, déposer un brevet d'invention. J'ai deux questions, Eric, si tu permets. Euh, Allons-y. la première, c'est Christelle, alors ça complète un petit peu ce que tu étais en train de dire. Le brevet est à déposer uniquement quand on a une création, entre guillemets, utilitaire. Alors, Il y a un utilitaire, objectif, un petit peu ce que tu disais, technique derrière. utilitaire n'est Le pas bon mot. forcément le bon mot. Utilitaire n'est pas forcément le bon mot. Le bon mot est bien le mot technique, si vous voulez. On va chercher à protéger une innovation qui a un caractère technique. On va protéger une innovation technique, un procédé, un produit qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné. Voilà, c'est ce que je dirais un petit peu plus tard dans ma présentation. Je me suis permis de tourner quelques pages pour aller relire ça, mais voilà, c'est pas le caractère utilitaire qui va être décisif.
pour déterminer si un brevet va pouvoir être déposé ou pas. C'est plus le caractère technique. Hein. On va chercher à savoir est-ce qu'il y a un problème technique qui est solutionné par la solution technique que l'on a sous les yeux. Si c'est oui, on va pouvoir se diriger sur le brevet d'invention. Alors, j'ai une remarque, alors qui est plus une remarque de Maxime. Faut pas se voiler la face que derrière, il y a quand même un but mercantile indirectement, d'un côté ou de l'autre de la barrière. Alors, alors là, c'est clair. Alors, je l'ai effectivement pas cité cet aspect mercantile des choses, mais bien évidemment, lorsqu'on dépose un brevet, lorsqu'on dépose une marque, lorsqu'on dépose un dessin modèle, lorsqu'on dépose n'importe quel type de propriété, c'est bien pour faire de l'argent derrière. Hein. C'est une évidence. Le monopole que j'ai cité tout au début de ma présentation n'est qu'un outil commercial pour quelque part faire de l'argent et faire de la marge. Oui, le but c'est de marger, on est clair, c'est certain. Bien évidemment, de l'autre côté de la barrière, on parle d'une barrière. Alors d'un côté de la barrière, bien sûr, là on est plutôt dans le constructif, hein, dire voilà, je dépose un brevet pour aller faire de l'argent. Mais un brevet, ça coûte de l'argent aussi. Donc oui, oui, effectivement, il y a ce côté-là aussi. Je l'évoquerai effectivement un petit peu tout à l'heure pour vous donner quelques idées de coûts quand même au niveau des titres de propriété. Mais oui, c'est pas gratuit. Hein, c'est pas gratuit. Et en particulier, le brevet d'invention est sensiblement plus cher que les autres pour une raison toute simple, c'est que vous ne pouvez pas tout seul déposer un brevet. Il faut faire appel à un professionnel et ce professionnel coûte de l'argent. Alors, il Mais y a une oui, remarque effectivement, il y a un d'Evelyne. côté mercantile. Ouais, il y a une remarque d'Evelyne, mais tu viendras tout à l'heure, c'est les reventes de tout ça. Hein, une fois qu'on a fait des dépôts de brevets, de marques, etc., est-ce qu'il peut y avoir de la revente? Je crois que tu l'évoqueras un petit peu plus tard. Tout à fait, c'est un point que que j'ai prévu d'évoquer tout à la fin, lorsque j'aurai bien décrit chacun des titres. Mais bien évidemment, on est dans un bien immatériel. C'est un titre de propriété immatériel, mais comme un titre de propriété matériel, hein, exemple une maison, Euh, c'est quelque chose que l'on va pouvoir négocier, c'est-à-dire quelque chose que l'on va pouvoir louer, quelque chose qu'on va pouvoir vendre. Mais ça, je l'évoquerai effectivement tout à la fin de ma présentation. Une autre remarque de Virginie, mais je pose pas la question parce que tu l'aborderas tout à l'heure, comme je connais un petit peu le contenu. OK, parfait, parfait, parfait. Voilà, je te laisse continuer. Moi, j'avais une petite remarque aussi, parce que c'est un peu dans l'actualité en ce moment. Tu as parlé de dessin, etc. Un geste. Pourquoi? Parce que j'ai entendu il y a quelques jours un célèbre footballeur français qui s'appelle Kylian, qui fait un célèbre geste quand il marque des buts. Il a protégé le geste. Et là, tu le rentres, c'est dessin et modèle, c'est... Alors, ce geste de Kylian Mbappé, c'est une marque. Hein, c'est une marque. Il a cherché, si vous voulez, à s'approprier l'identité de sa célébration lorsqu'il marque un but. Et c'est donc, ça se matérialise quelque part par une séquence vidéo. Ouais, Et cette séquence vidéo, comme une séquence audio aussi d'ailleurs, peut être déposée à titre de marque. C'est tout à fait possible. Hein, d'accord. donc effectivement, il l'a fait. C'est quelque chose qui est rendu un peu plus possible seulement depuis 2 ans, hein, où l'INPI a décidé de se moderniser quand même un petit peu. Et que les séquences vidéo de type au format MP4 maintenant sont déposables. Donc c'est vrai que c'est plus simple depuis 2 ans. Mais ça suit un peu notre monde numérique, hein, évidemment. Hein. On est un petit peu dans les mêmes évolutions, mais c'est tout à fait possible. Il a déposé une séquence vidéo sur laquelle voilà, il présente sa célébration, sa célébration. Tout à fait. Ouais. Ok. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je te laisse continuer, puis je reviens dès que j'ai d'autres petites choses. Eh ben, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Merci, merci Pascal. Euh, donc voilà les cinq outils qui sont disponibles. Alors moi, je vous propose. Alors c'est vrai que quand c'est des réunions physiques, c'est un peu plus simple. Mais là, je suis en visio, alors je vais essayer de faire, de faire quand même, mais je vous donne des exemples. Euh, Là, vous avez un masque en plastique que je vous présente. Vous reconnaîtrez assez facilement le personnage. Hein. Il s'agit de Spider-Man. Voilà. Il s'agit d'un jouet pour enfants. Voilà. Euh, c'est vrai que j'ai été consulté un jour par toujours un injecteur jurassien, c'est encore un autre en l'occurrence, hein, qui souhaitait injecter ce type de produit. Question par rapport
aux différents titres qu'on vient de voir, quelles sont les précautions que peut prendre cet injecteur jurassien, ou plus exactement, quelles sont les précautions qu'il doit prendre. Il est clair que sur un produit de ce type-là, un droit d'auteur existe. Il y a un dessinateur un jour qui a dessiné ce personnage de fiction. Ce personnage de fiction a été travaillé et retravaillé par différents acteurs, dont Marvel, qui aujourd'hui doit être titulaire des droits d'auteur afférents à ce personnage-là. Bien évidemment que cet injecteur jurassien n'est pas en capacité, comme ça, sans rien demander à personne, d'injecter ce produit tel que je vous le présente et de le proposer sur le marché. Il va falloir qu'il obtienne l'autorisation des titulaires du droit, en l'occurrence de Marvel. Et il va falloir qu'il obtienne une autorisation, ce qu'on appelle une licence du titulaire de ce droit-là, pour pouvoir faire ce type de produit-là, bien évidemment. Alors, c'est le premier exemple que je vous propose. C'est l'exemple qui, on va dire, permet d'illustrer un petit peu le côté obscur de la propriété intellectuelle, si vous voulez. Aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, si vous vous lancez dans telle ou telle activité ou proposez tel ou tel produit, il est indispensable pour vous, à un moment donné, de se poser la question, oui, mais ce que j'ai l'intention de faire, est-ce que j'ai bien le droit de le faire? Est-ce que je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de quelqu'un qui a un titre de propriété et qui est susceptible, dans un second temps, de venir m'écrire avec un beau courrier recommandé en me demandant d'arrêter sur le champ? Donc ça, c'est une étape aussi importante, et c'est l'exemple qui me permet d'illustrer ce cas de figure-là. Autre cas de figure d'un produit qu'on utilise tous, le papier toilette. Vous imaginez pas le nombre de brevets qui sont déposés sur du papier toilette. C'est où, je mets dans le même sac, si vous voulez, en termes de propriété intellectuelle et de collection de brevets, les couches culottes. C'est impressionnant le nombre de brevets qui sont déposés là-dessus. Alors, vous allez me dire, mais brevet sur un papier toilette, comment est-il possible? Le côté absorbant de la matière, c'est une fonction technique. La résistance du papier toilette, là aussi, on est sur un aspect technique. Comment va-t-on réaliser ce papier toilette pour qu'il assure une certaine résistance mécanique et en même temps qu'il soit absorbant? Le fait que les feuilles soient détachables, c'est encore une fois un aspect technique. L'aspect biodégradable du tube intérieur, c'est encore un aspect technique. Donc il y a plein de brevets qui sont déposés sur ce produit-là. Lorsque vous déroulez votre papier toilette, vous avez souvent une petite illustration qui est pas imprimée, mais que l'on voit à travers le papier toilette. Là, évidemment, cette illustration que vous avez, elle est protégée par un droit d'auteur et potentiellement par un dessin et modèle aussi. Complicité de ces deux types de propriétés, chose que je vous expliquais tout à l'heure. Et bien évidemment, le papier toilette, il est vendu, il est commercialisé dans tous les réseaux et il est revêtu d'une marque. Lorsque j'ai dit ça sur un produit aussi simple et aussi banal quelque part que le papier toilette, je viens de citer tous les titres de propriété qui existent dans le code de la propriété intellectuelle. Donc sur un produit aussi banal que ça, je peux vous dire que les industriels se battent, et en particulier sur le domaine technique, pour essayer de concurrencer les autres. Autre petit exemple, le Blédi-Chef de Blédina. Monde de l'enfance. Il s'agit d'un repas préparé. Voilà. Il s'agit d'un repas préparé. L'industriel qui est là derrière, c'est Nestlé, un des plus gros industriels de l'agro en France, et propose effectivement, à travers sa marque Blédi-Chef, premier titre de propriété, sa marque Blédi-Chef, ce produit-là. Il y a Blédina aussi, que vous voyez, si vous arrivez à le distinguer. Blédina qui est au-dessus, qui est une marque déposée aussi. Blédi-Chef qui est une marque déposée.
Euh, ce qu'on a, l'exemple cet exemple, je l'utilise pour illustrer un petit peu le côté, on va dire le titre le plus important sur ce produit-là. Pourrait dire c'est la marque peut-être, ou Lady Chef qui a une marque assez connue. Puis en fait, non. Ce qui est le plus important sur ce produit-là, ce qui a été le plus important pour Nestlé sur ce produit-là, euh, c'est la forme générale du produit. Voilà. C'est pas rond. On dirait qu'il y a des oreilles aux quatre coins. Les oreilles, elles ont été travaillées en termes de design pour, quelque part, faire un petit peu penser aux oreilles de Mickey. Hein. Et quelque part, ce produit-là, lorsqu'il est arrivé dans les linéaires des grandes surfaces, ben, il a vraiment fait la différence avec tous les autres. Tous les autres avaient soit des modèles ronds, soit des petits pots. Et arrive effectivement ce produit-là, qui était ni rond ni en pot, qui avait une forme tout à fait originale, et qui était quelque part fait aussi, d'une certaine manière, marketingment parlant, côté marketing, pour attirer un petit peu l'œil des enfants, quelque part. Donc, quelque part, le titre le plus important et celui qui a porté le plus, c'est le dessin et modèle qui a été déposé sur ce produit-là, sur la forme générale de ce produit. Donc, la forme générale de ce produit est déposée à titre de dessin et modèle. Euh, vous avez aussi sur ce produit-là des brevets qui ont été déposés sur l'art et la manière de décrocher le couvercle qui, dans un second temps, va servir d'assiette pour donner à manger à son enfant. Donc là encore, un produit où voilà, il y a pas mal de choses et pas mal de titres de propriété qui ont pu être déposés. La recette? Ah, la recette, Pascal. La recette, la recette, la recette. Une recette de cuisine, quelque part, on ne peut pas la déposer. Ce qu'on va déposer, c'est la recette de cuisine telle que vous l'avez écrite sur un papier. Et lorsqu'on écrit une recette de cuisine sur un papier, bah, c'est comme si on écrivait un poème, hein, c'est un peu pareil. Donc, le droit d'auteur va s'appliquer sur la manière dont vous avez rédigé votre recette. Mais ce n'est pas à travers ce droit d'auteur que vous allez protéger la recette en elle-même. Hein, c'est bien faire la différence entre ce qu'est la recette en elle-même que vous aimeriez bien protéger, hein, et la rédaction que vous avez faite de cette recette, qui, elle, effectivement, peut être protégée. On est sur deux choses bien différentes, et quelque part, même lorsque... Alors, on parle de recettes de cuisine, hein, je vais citer Michelin tout à l'heure, mais imaginez Michelin avec ses élastomères pour réaliser des pneus. C'est une recette de cuisine aussi. Hein. Je vais mettre un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Je vais chauffer tout ça, je vais mouler tout ça, et ça va faire un pneu fantastique. Bon, c'est une recette de cuisine aussi. Ces recettes de cuisine-là, même si là, on est bien dans le domaine du brevet d'invention, hein, parce que la recette a bien des visées techniques. Et la visée technique recherchée dans le cadre d'un pneumatique, c'est bien l'adhérence à la route. Ouais, donc il y a bien une fonction technique derrière. Mais il se garde bien de protéger ces recettes-là, ben parce que le concurrent, il va mettre un pouillème de plus ou un pouillème de moins de ma recette. Il va s'inspirer de ma recette, il aura tout cru dans la bouche, si vous voulez, il aura la solution tout cru dans la bouche, sauf que l'un des ingrédients, ben, il va en mettre un peu plus ou un peu moins. Et puis de ce fait, il va passer à côté de ma protection type recette de cuisine. Donc, toutes les protections, alors que ce soit une vraie recette de cuisine, des recettes de cuisine dans le monde industriel, et il y en a beaucoup, en particulier en chimie, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très, très efficace en termes de protection. Euh, donc là, la recette de cuisine de Petit Chef, non. Euh, Après, le dernier exemple que je donne, c'est un exemple local quand même. Hein. On va parler un peu de local. Là, on a une monture de lunettes. Hein. On est beaucoup à en avoir sur le nez, moi compris. Le Jura est un lieu de production assez important. Là, clairement, pour ceux qui ont des lunettes, pour ceux qui n'en ont pas, ils ont peut-être déjà poussé la porte d'un opticien. Hein, vous rentrez dans la boutique, vous avez 400, 500, 600, voire 1000 montures autour de vous. Quelque part, le choix que vous allez faire, vous, en tant qu'utilisateur, bah, c'est un choix stylistique. Hein. Vous allez regarder celle qui vous plaît, celle qui vous marque, hein, celle qui vous correspond le mieux. C'est bien le design que vous allez rechercher
en faisant votre choix. Et donc, les fabricants de montures dans le Jura, leur leitmotiv, c'est déposer des dessins et modèles. C'est bien cette protection-là qui est adaptée à ce type de produit-là. Bien sûr, les montures sont revêtues d'une marque, évidemment. Hein, donc la marque est utilisée aussi. Et bien sûr, il peut y avoir des dépôts de brevets sur des montures. Il y en a un certain nombre, hein, en Franche-Comté en particulier, sur la charnière, sur le fait de personnaliser par exemple sa monture avec des clips qu'on peut interchanger pour personnaliser sa monture à sa tenue par exemple. Donc, là encore, un produit qui est relativement banal, hein, la monture de lunettes, mais encore une fois, on peut y mettre, on peut y accorder beaucoup de types de propriétés. Alors, j'ai pas mal de questions. Je Alors, vais, je t'écoute, Pascal. je vais essayer de synthétiser. Alors, il y en a qui sont à peu près similaires. J'essaye de te le faire simple. Déjà, est-ce que je peux reprendre des personnages connus? Je vais prendre un exemple, Mickey. Si Hmm. oui, est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Et un petit peu dans la même logique, des œuvres de peinture. J'ai la Joconde, hein, je caricature un petit peu. Est-ce que je peux prendre la Joconde et puis la mettre sur mes mugs, sur je sais pas quoi, mes sets de table, j'en passe, c'est pas forcément des meilleurs. Mais j'aurai d'autres trucs après encore. Ok, alors je réponds rapidement. Je réponds oui et non. Je réponds oui et non. Alors, Mickey est un exemple super intéressant, en fait, parce il y a juste quelques semaines, il y a eu une série d'articles qui sont parus. Et en l'occurrence, les premiers dessins de Mickey, mais les dessins originaux, tout au début, de celui qui a effectivement dessiné ce personnage-là, euh, ben, ces toutes premières créations commencent à tomber dans le domaine public. Alors pourquoi ces premières créations commencent à tomber dans le domaine public? Parce que le droit d'auteur, j'ai prévu de vous le présenter rapidement tout à l'heure, parce que le droit d'auteur a une durée définie, c'est pas éternel. Hein. Un droit d'auteur est valable jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Et pour ce qui est de Walt Disney, en l'occurrence le créateur effectivement de ce personnage Mickey, les tout premiers dessins ben on arrive à échéance, là, on arrive 70 ans après la mort. Donc quelque part, on arrive à ces limites-là. Et à partir de cette limite-là, si vous voulez, vous pouvez en faire des mugs et ce que vous voulez. Alors, attention quand même. Hein, attention quand même, lorsqu'on parle de Mickey et de représentations qui sont tombées dans le domaine public, ce sont bien les toutes premières, ce tout premiers croquis, les tout premiers dessins. Il ne s'agit pas de tout le reste qu'on a pu connaître jusqu'alors et dans notre jeunesse et jusqu'alors. Hein, donc, attention, tout n'est pas dans le domaine public, mais simplement pour vous illustrer que tout doucement, ce type de personnages vont tomber dans le domaine public. Et puis c'est pareil pour la Joconde, si vous voulez. Hein. On est 70 ans après la mort de l'auteur, tous les droits de propriété intellectuelle sur cette œuvre tombent, tombent dans le domaine public, et après vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est pareil pour la Tour Eiffel, hein, et c'est pareil pour pas mal d'œuvres. Gardez en tête le principe, voilà, que voilà, un droit d'auteur a une durée déterminée. Évidemment, les ayants droit vont chercher à faire durer ça le plus possible, mais juridiquement parlant, on est à 70 ans après la mort de l'auteur. Et à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Donc avant, faites très attention. Après, le champ est libre. Donc ça, c'est pour répondre rapidement à cette question-là. Tu avais d'autres questions, Pascal, je crois. Oui, c'est la même chose avec une sculpture parce qu'on a un cas concret en ce moment sur Dijon. Un de nos amis chocolatiers qui est en train de reproduire une sculpture qu'on connaît bien sur Dijon qui est l'ours pompon. Oui, Et je pense qu'on est dans la même logique que les 70 ans après le décès de même Pompon. logique. Ouais. Hein, voilà. On est dans la même logique. L'autre exemple que je peux donner aussi, c'est peut-être un exemple sur la statue de Jouffroy d'Aban, qui est une œuvre qui existe à Besançon, qui est posée sur le pont battant. Juste là, juste en bas de chez moi, là, sur le pont battant à Besançon. Et à un moment donné, il y a eu les travaux du tram ici à Besançon, et il a fallu, pour faire passer le tram, déplacer cette statue. Ben, il a fallu demander à l'artiste son autorisation pour déplacer l'œuvre.
Hein, les droits vont jusque-là, si vous voulez. Hein, donc, il a été OK pour déplacer l'œuvre et faire passer le tram tout en gardant effectivement à peu près l'emplacement de son œuvre, mais il a fallu faire cette démarche de demande à l'artiste pour pouvoir déplacer son œuvre. Mais pour l'exemple que tu donnes, Pascal, oui, c'est le même principe. Est-ce qu'il y a encore un droit d'auteur là-dessus, sur cette œuvre-là, ou pas? Qui a dessiné ça? Quelle est la date de son décès? On rajoute 70 ans, et puis voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que je me renseigne, hein, je me fais l'avocat du diable. J'ai envie de reproduire l'ours, ben, il faut que je me renseigne sur l'auteur. Est-ce qu'il est mort, pas mort, Tout et à est-ce qu'il fait. a 70 ans ou pas? C'est ça, tout simplement. Tout Ok, simplement. Et c'est le genre de choses qui peut vous permettre effectivement d'aller reprendre quelque chose de ce style-là. Oui, absolument. d'accord. Il y a une durée déterminée à ces droits-là. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un ensemble de questions qui sont à peu près similaires. J'ai une question aussi de Maxime, alors qui est un petit peu différente. Je travaille dans l'impression 3D. J'utilise des fichiers, grosso modo, que je retrouve en partie sur le net. Quid de la faisabilité? Protégée, pas protégée? Comment je peux le savoir ou pas? Alors, il faut effectivement prendre certaines précautions par rapport à ces fichiers. Parce que ces fichiers ne sont pas forcément libres de droit, ou tout du moins le produit imprimé avec le fichier n'est pas forcément libre de droit. Je vais y arriver. Je Ben, on vais le y arriver. refait. Hein, voilà, là, c'est bon. Non, non, je ne le refais pas. C'est bon. Hein, donc, cette liberté d'exploitation, Maxime, en l'occurrence, bah, il faut le vérifier vous-même. Vous ne pouvez pas vous dire, je prends un fichier sur le net et par principe, comme je l'ai trouvé sur le net, il est libre de droit. Non, c'est à vous de vérifier cela avec, on va dire, un contexte juridique qui est bien clair. Euh, ces types de propriétés, si vous voulez, vont s'appliquer dès lors que vous voulez faire un business avec, prenons votre cas, Maxime, ce que vous imprimez. Je veux faire un business avec ce que j'imprime. Imaginons une œuvre qui n'est absolument pas libre de droit, je dirais, vous avez tout à fait le droit de l'imprimer une fois pour la mettre sur votre étagère dans votre salon. Ça, c'est pas interdit, ça. Hein. Ce qui est interdit, c'est faire du business avec. Voilà. Donc, avec ce petit filtre juridique que je viens de donner, si vous voulez, malgré tout, ne vous fiez pas au simple fait de trouver ça naturellement ou en libre accès sur le net pour vous dire, voilà, il n'y a pas de droit là-dessus. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est vraiment à vous de vous assurer quelque part de cette liberté d'exploitation si vous voulez faire du business derrière. Alors, j'ai une logique, un petit peu, une question dans la même logique. Je veux mettre un Pokémon sur mes produits. Comment, est-ce qu'il y a un annuaire des propriétaires? Parce que le pauvre Pokémon, qui en est à l'origine, comment je peux Ah là savoir là. si je peux. Non, là, j'ai pas forcément de réponse. Je n'ai pas non plus d'indication de l'existence d'un annuaire de Pokémon libre de droit et peut-être un autre pas libre de J, clairement, un petit peu pour vous, sans effectivement en faire d'autres commentaires, mais il s'agit pour vous, si vous voulez, d'aspirer un petit peu la notoriété du personnage ou de ce jeu, hein, Pokémon, de cette identité visuelle liée à ces petits personnages. Vous voulez profiter quelque part de la notoriété de cette vague-là pour mettre en valeur vos produits. Donc dès lors qu'on se trouve dans un schéma de ce type-là, grosse méfiance, grosse méfiance. Et puis j'ai une dernière petite question, puis après je te laisserai continuer. Euh, Quid de Internet Creative Commons? Il y a des licences qu'on trouve sur je pense, sur ce site. Moi, personnellement, ça ne me dit rien du tout. Alors, j'imagine ce que cela peut être. Ça peut être ce que ça peut être si vous voulez, des sites internet qui proposent des bibliothèques d'illustration
libre de droit. C'est dur, hein? C'est dur. Habituellement, on peut se fier à ce type de bibliothèque-là. Ce sont des éléments qui sont effectivement vérifiés et libres de droit, et voilà, que vous pouvez effectivement reprendre. Alors souvent, c'est un petit peu contre une petite rémunération malgré tout, hein, mais ça vous permet, si vous voulez, d'aller voilà, faire une illustration, faire un effort créatif en utilisant effectivement des éléments illustratifs qui sont disponibles quelque part. Donc oui, ce genre de plateforme, il y en a plusieurs, ouais, il y en a même beaucoup. Je n'ai pas encore de remontée problématique avec l'utilisation de ce type d'illustration-là. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Ok, ben on est à peu près bon pour l'instant. Je te laisse continuer, puis je reviens vers toi si j'ai d'autres petites questions. Parfait, parfait, parfait. Merci Pascal. Euh, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant, hein. Je vais juste, on va dire, mettre entre parenthèses cette partie-là, hein, qui concerne le secret. Alors, c'est vrai que j'ai toujours un bout de secret dans mes présentations parce que moi, j'aime bien cette protection-là, mais je l'ai déjà évoqué avec vous et vu le timing, je vais juste passer ça pour en arriver directement au brevet. Premier titre, le brevet. Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété délivré par le directeur de l'INPI qui confère à son titulaire ou son ayant cause un droit exclusif d'exploitation. Alors là, on voit droit exclusif d'exploitation. C'est la même chose que le monopole que je vous ai indiqué tout à l'heure. La délivrance du brevet donne lieu à une diffusion légale. Et là, c'est un aspect tout à fait particulier de la propriété intellectuelle. Le brevet, lorsque vous le déposez, à un moment donné, il est publié. Hein, tout le monde a le droit d'avoir accès à votre brevet à un moment donné. Alors, ce moment donné, il est très clair et juridiquement calé. Votre brevet est publié 18 mois après son dépôt, donc 1 an et demi après son dépôt. Mais il est publié. Alors, il est publié, donc il y a accès. Alors là, vous n'y voyez pas grand-chose. Je vais vous commenter ça rapidement, mais il s'agit d'un brevet et du premier brevet français. 27 juillet 1791, ça c'est un petit peu pour vous montrer que cette matière-là, ça ne date pas d'hier quand même, hein. Donc, la date de la Révolution française, cette histoire-là, c'est le premier brevet français, c'est un petit mélange de différentes terres qui permettent de réaliser une brique servant à la construction. Autres petits exemples que je peux vous donner, une machine à moissonner, très ancienne aussi, une machine volante, je ne sais pas si elle a volé ou pas, on ne sait rien. Et enfin, un petit dispositif à levier pour faire prendre son bain à son cheval. Bon, ça, c'est des trucs, 1793 pour ce dernier, c'est des trucs extrêmement anciens, hein, c'est juste pour illustrer que cette matière-là, voilà, encore une fois, elle date pas d'hier. Je vous montre quand même un brevet un petit peu plus actuel, hein, un petit peu plus actuel, un brevet qui est de notre siècle en tout état de cause, et qui concerne un parapluie, un parasol ou un parapluie dont la toile est amovible. Voilà. Alors il y a un dispositif à scratch qui est présenté et qui permet sur la structure du parasol ou du parapluie de venir détacher la toile et puis la changer, ou de mettre d'une autre couleur. Voilà. Sur la partie gauche de ma présentation, alors j'admets que voilà, vous n'y voyez peut-être pas grand-chose, vous distinguez peut-être pas grand-chose, et je m'en excuse. Voilà, c'est un petit peu compliqué en visio d'amener ce type d'éléments. Mais sur la partie gauche, vous avez la première page d'un brevet français. C'est une première page. En bas, vous avez un petit résumé, un petit dessin. Vous avez le déposant, une entreprise, Domotex. Vous avez une date de dépôt, hein, le 11 avril 2000. Et vous avez certains numéros, hein, en haut, à droite en particulier, qui sont les numéros de publication, d'enregistrement, enfin pas des numéros administratifs, quoi, hein. Ça, c'est une première page. Ensuite, quand on tourne cette première page, l'élément central, voilà, on va démarrer ce qu'on appelle une description. Le déposant va décrire avec des mots, des phrases, les tenants et les aboutissants de son innovation.
Cette description, elle est agrémentée de dessins, partie droite de ma présentation, des dessins qui sont souvent référencés et qui permettent d'éclairer la description. Voilà, voilà un petit peu comment ça se compose un brevet d'invention. Un brevet d'invention, ça peut faire 5 pages, 10 pages, 15 pages, 50, 100, 500 pages, si vraiment la techno elle est très très complexe. Mais vous comprenez qu'il s'agit d'un texte où on va devoir à un moment donné décrire avec ses propres mots son invention. Donc matériellement, un brevet, lorsque vous le tenez en main, bah, c'est comme un livret. Voilà. C'est un petit livret qui fait le nombre de pages suffisant pour comprendre l'invention. Ce brevet, et là je rentre vraiment dans des éléments techniques, ce brevet protège une innovation technique, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné. Alors, si vous n'avez pas compris que c'est technique, moi, je ne sais pas comment faire. Hein. J'ai déjà cité cette phrase tout à l'heure en réponse à une question que m'a relayée Pascal, mais voilà, on va chercher à savoir s'il y a un problème technique qui a été posé et si on a une solution technique qui est en face. Si on a ces deux choses-là, on est dans le domaine du brevet d'invention. Attention, on ne protège pas une idée, mais les moyens techniques mis en œuvre pour la concrétiser, je l'ai dit tout à l'heure, on ne reste pas au stade du concept et de l'idée, c'est bien la concrétisation. C'est au stade de la concrétisation que l'on peut faire quelque chose. Et là, premier élément, c'est un monopole d'exploitation sur un territoire pour une durée maximale de 20 ans. Là aussi, comme le droit d'auteur que j'ai cité tout à l'heure en réponse à une question, là aussi, on a une durée max. Et la durée max, c'est 20 ans. La durée max, c'est 20 ans. Et ces 20 ans, si vous voulez, l'exemple que je peux donner, c'est les médicaments. Les médicaments rentrent dans le domaine d'application des brevets. Le médicament est assez cher pendant 20 ans en pharmacie, recouvert par le nom du laboratoire qui l'exploite. Et au bout de 20 ans, il devient un médicament dit générique. Et il devient beaucoup moins cher parce que la concurrence se met les génériqueurs, en l'occurrence, se mettent en concurrence pour fabriquer cette molécule. Et on se retrouve avec un médicament générique beaucoup moins cher. Donc, on a une durée max. Cette durée max, elle suppose aussi que le titulaire du brevet paye une petite redevance tous les ans. S'il arrête de payer, le brevet tombe dans le domaine public avant l'échéance de ses 20 ans. En moyenne, un brevet dure 7-8 ans. Après, le déposant arrête de payer parce que la techno est remplacée par autre chose, parce qu'il ne vend plus le produit qui est couvert, parce que voilà, plein de raisons de ce style-là. Il y a quand même un critère. Hein. On ne dépose pas un brevet d'une manière automatique et on ne l'acquiert pas d'une manière automatique. Il y a un critère, le critère principal, c'est la nouveauté. Comprenez bien qu'on va vous accorder un brevet d'invention sur une technique que vous avez réellement inventée, c'est-à-dire quelque chose qui est nouveau, pas quelque chose qui existe déjà. Alors que je dis comme quelque chose qui existe déjà sur notre planète. Hein, je ne parle pas de quelque chose qui existe déjà en France. Je parle de quelque chose qui existe déjà sur notre planète. Et l'Institut national de la propriété intellectuelle va vérifier ce critère. Il va mandater un examinateur qui va vérifier que ce que vous décrivez dans votre brevet est réellement nouveau. Si c'est nouveau, votre brevet sera délivré. Et si ce n'est pas nouveau, vous aurez des problèmes avec l'INPI et votre brevet ne sera certainement jamais délivré. Donc ça, c'est un critère, le critère essentiel. Accéder à un brevet d'invention, il faut que ce soit nouveau. La contrepartie de ce droit exclusif d'exploitation, si vous voulez, c'est la publication. Votre solution technique, elle est publiée. Elle est publiée au bout de 18 mois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais tout le monde y aura accès. Tout le monde aura accès au texte que vous avez déposé. Voilà pour vous illustrer le top 10 des déposants de brevets en France. Il n'y a pas d'inconnu là-dedans, vous imaginez bien. Hein, les Safran, les Stellantis, les commissariats à l'énergie atomique, les Valeo, L'Oréal, le CNRS, Renault, Air Liquide, Thales et Forvia, Forvia qui est le nouveau nom de Forestia. Voilà, sont les 10 principaux acteurs qui, comme vous le voyez au fil des ans, se battent un peu en duel. Mais ceci étant, voilà, vous avez un Safran, par exemple, ou un Stellantis qui va déposer pas loin de 900 euros 900 euros.
qu'est-ce que je raconte, qui va déposer 900 brevets, pardon, tous les ans, quoi. Tous les ans, 900 brevets, vous imaginez ce que peut constituer une collection d'un titulaire de ce style-là. Hein. C'est assez énorme. Assez énorme. Donc voilà, simplement pour vous illustrer quels sont les principaux acteurs, si vous voulez, dans le domaine. Je passe à la marque. Pareil, un petit extrait de l'article du code. Une marque est un signe servant à distinguer les produits et services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Donc retenez bien ça, la fonction de la marque, c'est identifier ce que vous faites, ce que vous proposez en tant que produit et service vis-à-vis de ce que proposent vos concurrents. Voilà. Il faut que ça serve à ça. Hein, une marque, ça sert à ça. L'exemple que je peux donner, enfin l'exemple, là je vous en donne trois carrément, voilà, je vous en donne trois. Ce sont des extraits du bulletin officiel, ce sont des marques qui ont été déposées, hein, qui ont été déposées il n'y a pas si longtemps, là on est sur le 31 mars 2022, voilà, hein, c'est des dépôts qui ont été opérés le 31 mars 2022. Là encore, effectivement, j'imagine que vous n'avez pas forcément la capacité de tout lire, alors je vais vous commenter ça. Je vais vous commenter ça et je vais vous commenter l'une de ces trois-là, celle de droite. Je vais prendre celle de droite, qui est la marque Crotte de Linotte. De licorne, qu'est-ce que je dis Linotte? J'arrive même pas à lire de mon côté. Crotte de licorne, pardon. Qui a été déposée par une SARL dans le 73, Arnaud Cacao. Voilà, cette marque a été déposée. C'est une marque dite verbale. Premier commentaire. Marque verbale suppose une marque qui a été déposée avec le clavier, c'est-à-dire en utilisant simplement les lettres du clavier, en tapant crotte de linotte. Marque verbale suppose qu'il n'y a aucune illustration autour, il n'y a pas de logo, il n'y a pas d'aspect esthétique autour de crotte de linotte. Crotte de linotte a été déposée en tant que marque simplement verbale. Je mets en opposition cette marque crotte de linotte avec celle du milieu, là, celle du milieu, Sweet Hemp, où là, on a un peu un mix des deux. On a effectivement des lettres formant des mots en anglais sur le coup, mais on a aussi une illustration. On a les lettres qui sont présentées d'une certaine façon et peut-être aussi une illustration sur la partie gauche. Hein. Sur la partie gauche, vous avez une illustration avec des feuilles en noir et en blanc. Donc là, on a ce qu'on appelle une marque figurative et non pas verbale. C'est une image que l'on souhaite protéger. Donc on a ces deux possibilités-là lorsqu'on dépose une marque. Si je reprends maintenant ma marque Crotte de licorne, Arnaud Cacao a bien déposé cette marque-là, mais on lui a aussi demandé, et c'est très très important, on lui a aussi demandé, oui, mais Crotte de licorne, vous voulez l'utiliser, vous utilisez ce terme-là pour désigner quoi? Et c'est la partie basse, effectivement, de l'enregistrement que je vous présente. Arnaud Cacao a déposé Crotte de licorne dans une classe, je vais revenir sur ces histoires de classe, dans la classe 30 pour des pâtisseries, confiseries, biscuits, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, préparation faite de céréales, des bonbons. En l'occurrence, Arnaud Cacao a déposé Crotte de licorne pour toutes ces pâtisseries et confiseries. La moralité, si vous voulez, de ce dépôt, hein, c'est que moi, Éric Lauberger, j'ouvre un magasin de vêtements hein, que je vais appeler Crotte de licorne, j'ai le droit. Hein. La marque qui a été déposée par Arnaud Cacao, c'est Crotte de licorne pour des confiseries et des pâtisseries. Les deux vont de pair. C'est ce qu'on appelle la spécialité de la marque. Les deux vont de pair. Donc, clairement, moi, j'ouvre un commerce de vêtements, j'ouvre une société de services en maintenance informatique. Je peux, quelque part, sauf à ce que Crotte de licorne soit aussi déposée dans ces classes-là par quelqu'un d'autre, mais dans la pratique, je suis
c'est possible d'utiliser ce terme-là dans tous ces autres domaines. Cet aspect de spécialité de la marque n'a qu'une seule entorse, si vous voulez, à ce principe. L'entorse, ce sont les marques notoires. Une marque dite notoire est naturellement protégée pour tous les produits et tous les services. Même si, clairement, exemple que je peux donner, Chanel, par exemple, est une marque notoire. Chanel ne fait pas de kebab. Hein. Si moi j'ouvre un food truck que j'appelle Chanel pour vendre des kebabs, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes avec le titulaire de la marque Chanel parce que c'est une marque notoire. Donc les marques notoires sont intouchables dans aucun domaine. Toutes les autres marques, c'est-à-dire l'essentiel des marques enregistrées à l'INPI, elles, sont soumises à ce principe de spécialité, c'est-à-dire que la désignation qui est protégée avec les produits et services qui sont protégés vont de pair, toujours. Et lorsqu'on, si vous voulez, lorsque vous allez peut-être chercher à un moment donné si telle ou telle désignation est disponible ou pas, hein, dans les différentes bases de données, ben, il faudra aller voir si une éventuelle antériorité existante, si le titulaire intervient bien dans les mêmes domaines que vous, dans le même secteur d'activité que vous, ou pas, parce que ça peut changer la donne. Donc ça, c'est la spécialité de la marque, très, très, très important. Un petit exemple que je donne assez souvent, petite illustration, mais bon, c'est une illustration de senior, entre guillemets, parce que voilà, c'était, j'ai gardé ça en tête parce que c'était le générique d'une émission télé qui passait sur M6 qui s'appelait Culture Pub. Et dont le principe était effectivement de diffuser les pubs les plus emblématiques qui passaient à travers le monde. Et le générique de cette émission, c'était ça. Voilà, c'était une succession de différentes illustrations que je vous montre sur cette présentation-là, avec effectivement la marque en question que l'on devine assez facilement, hein, qui alternativement remplacée par soit culture, soit pub, qui était le nom de l'émission. Voilà. Mais quelque part, vous-même, vous n'avez peut-être pas lu ni culture ni pub, mais vous avez reconnu quelque part les marques qui sont derrière, hein, les Carrefour, les Citroën, les BP, les IBM, les Evian, et d'autres, les Darty, les Lacoste et d'autres. Ça, c'est simplement pour vous illustrer la puissance que peut avoir une marque. Il n'y a même plus besoin de la citer avec des lettres pour pouvoir dire, ben non, mes clients vont la reconnaître quand même. C'est on va dire, une illustration qui permet de planter quelque part le fait que la marque a une valeur énorme et une puissance énorme. J'ai plus le chiffre en tête, mais la valorisation de la marque Coca-Cola, mais juste la marque, hein, on ne parle pas de l'outil industriel. En termes de milliards, c'est assez étonnant, assez étonnant. La marque protège un signe servant à distinguer les produits et services de ceux de ses concurrents, je l'ai déjà dit. C'est un monopole d'exploitation sur le territoire français pour une durée de 10 ans, renouvelable indéfiniment. Et là, vous avez quelque chose de super important. Et là, on a un titre de propriété tout à fait particulier, la marque de fabrique, parce qu'elle a une durée indéfinie. Dès lors que vous pensez à la renouveler, eh ben, elle va durer des siècles, votre marque. Mais il faudra bien la renouveler. Hein, renouvelable indéfiniment. Ça se renouvelle tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Petite opération administrative à l'INPI, et c'est reparti pour 10 ans. Et on est dans un aspect renouvelable indéfini. Voilà. Votre marque va donc pouvoir durer des siècles s'il le faut, et si l'activité perdure. Hein. Par contre, la contrainte, malgré tout, hein, ne pas oublier les renouvellements. Hein. Là, lorsqu'on a une titulaire d'une grande marque, en l'occurrence, il y a plusieurs conseils en propriété industrielle qui ont des cabinets spécialisés, qui sont sur l'affaire et qui permettent de ne pas oublier le moindre renouvellement, bien évidemment. Alors là, l'INPI ne publie pas les principaux déposants de marque, publie simplement des chiffres en termes de volumétrie.
Voilà. On a constaté en 2022 une chute assez significative du nombre de dépôts. On est à peu près à 100 000 dépôts par an. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre. On a quand même constaté une chute en 2022 que j'ai un petit peu du mal à m'expliquer parce que voilà, le Covid étant bien passé. Bon, voilà, bon. Mais enfin, en tous les cas, il y a une baisse, sachant que 2023, les chiffres ne sont pas encore sortis, mais on repart à la hausse pour 2023. Voilà, c'est juste indicatif et peut-être intéressant de retenir simplement le volumétrie à peu près 100 000 brevets, 100 000 marques pardon, déposées en France sur une année. Parlons un peu du modèle. Alors, Là avant que tu aussi, passes au modèle, oui, tu parlais de marque notoire tout à l'heure. oui. Qu'est-ce qui fait que ça devient une marque notoire? C'est la réputation, c'est... Ah, c'est l'exploitation de la marque qui permet à une marque de devenir notoire. Il n'y a pas de critères précis, Ah entre non, alors il n'y a, guillemets. pas de, il y a pas de critères précis, mais à titre d'exemple, lorsque, par exemple, dans une action en contrefaçon, le titulaire d'une marque estime que sa marque est notoire et qu'elle est donc protégée pour tous les produits et tous les services, euh, le tribunal peut, par exemple, mandater une étude quelque part pour essayer de déterminer si cette notoriété est effectivement effective ou pas. Hmm. Hein. Un sondage d'opinion. On va descendre dans les rues et on va demander à X personnes est-ce que vous connaissez cette marque, est-ce que vous connaissez cette marque, voilà. Mais il n'y a pas, si vous voulez, un niveau prédéfini juridiquement parlant. Cette notoriété, outre effectivement les marques très très connues, en dehors de cela, il va falloir la prouver, il va falloir l'établir. Ouais. Et ça s'établit par des enquêtes d'opinion. C'est le cas, par exemple, parce qu'on a des fois nos porteurs de projets qui se font faire des logos. Le logo, et s'il y a une similitude, entre guillemets, avec quelque chose de connu, c'est facile. On demande aux gens, on le montre aux gens, puis on leur dit, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Si les gens tout de suite ils tiltent en disant, ça ressemble au logo Crédit Agricole ou au logo, je sais pas quoi, MAF, ben on oublie, quoi. Alors tout à fait, Pascal, je rebondis tout à fait là-dessus, parce qu'en fait, le critère que l'on va chercher à explorer dans le cadre d'une action en contrefaçon, si on parle par exemple d'un logo, l'exemple que tu donnes, on va chercher à savoir si si les clients se trompent, ou On imaginent l'amalgame ou quelque pas. part, font Ouais. l'amalgame ou pas. On va chercher à établir ça quelque part. Et c'est tout l'argumentaire des uns et des autres qui va tourner autour de ça. Mais c'est bien ça qu'on va essayer de chercher. Donc c'est bien ça qu'il faut éviter quelque part, lorsqu'on fait de la création, lorsqu'on établit par exemple son nouveau logo. Voilà, il faut éviter de s'inspirer de ce qui peut exister, évidemment. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure des 10 ans au niveau d'une marque. J'ai une question de Yannick. Est-ce qu'on est prévenu qu'on arrive à l'échéance ou pas? Ah, alors là, non, on n'est pas prévenu. On n'est pas Donc c'est à prévenu. chacun de. On n'est pas prévenu. L'INPI veut bien envoyer une petite notification à travers son portail sur le compte du déposant. Il veut bien faire ça. Mais, comme je l'ai évoqué tout à l'heure et comme je vais l'évoquer un petit peu plus tard, une marque peut changer de titulaire. Voilà. Peut être vendue. Et donc, voilà, vous allez vous retrouver effectivement avec une notification qui va tomber dans le vide. Pareil pour un éventuel courrier que pourrait faire l'INPI. Si vous déménagez, vous avez peut-être fait suivre votre courrier pendant un temps, mais pas pendant 10 ans. Donc, vous allez perdre le courrier. Donc, en tout cas, administrativement parlant et juridiquement parlant, l'INPI n'est pas tenu d'aller informer le titulaire ou le propriétaire d'une marque au bout ou à l'expiration de ces 10 ans. C'est bien au titulaire de s'en rendre compte et de faire l'opération. Voilà, gardez ça en tête. Euh, alors, pour reprendre effectivement ma petite présentation, je vous parle rapidement du modèle après la marque. Le titre de dessin et modèle, on va protéger l'apparence d'un produit, d'une partie de produit, ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture, ses matériaux. Ça peut être les contours du produit ou celle de son ornementation, mais gardez quand même en tête qu'il s'agit là de protéger l'empreinte visuelle d'un produit.
Je vous ai mis une automobile comme exemple. C'est un dessin et modèle, hein, en même temps qu'un droit d'auteur, bien sûr, sur le dessin. On a on va protéger l'aspect visuel, l'empreinte visuelle du produit. Alors, les utilisateurs de ce type de protection, j'en ai déjà cité un, qui était les fabricants de montures de lunettes qui utilisent ça rapidement, non, qui utilisent ça souvent, on va dire, et fréquemment. Vous avez la bijouterie, évidemment. Vous avez le domaine du luxe et de la bagagerie, le jouet et le mobilier. Voilà, pour un petit peu citer les principaux déposants euh, de ce type de titre, le dessin et modèle. On va chercher, encore une fois, à protéger l'apparence visuelle du produit. On est sur un dessin à 2 dimensions, modèle à 3 dimensions, hein, on protège toujours l'apparence d'un produit, et là, on est sur un monopole d'exploitation sur le territoire français pour une durée de 5 ans, renouvelable 4 fois. Alors 5 ans plus 4 renouvellements, ça nous fait 25 ans. Donc là, petite remarque par rapport à la duplicité que j'ai évoquée tout à l'heure entre le dessin et modèle que j'évoque là et le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est 70 ans post-mortem. D'où l'intérêt peut-être de faire courir les deux droits, parce qu'il y en a un qui va effectivement être échu avant l'autre. Le dessin et modèle va peut-être tomber dans le domaine public, on va garder le droit d'auteur pour pouvoir continuer à agir. Il y a des conditions. Être nouveau et avoir un caractère propre, alors évidemment, là, le dessin d'un produit, lorsqu'on va vouloir le protéger, bah, il faut qu'il soit un petit peu original aussi, évidemment. Parce que si on protège la forme, par exemple, d'une bouteille qui existe déjà ou il existe une bouteille qui est assez proche, la valeur de votre dessin et modèle sera tout autant, tout aussi faible, si vous voulez, que lorsqu'on a une vraie originalité, où là, le dessin et modèle sera très fort. En termes de stats, on est beaucoup plus bas, hein. On est sur 100 000 dépôts de marque. On est entre 5 et 6 000 dépôts de dessin et modèle. Donc, c'est un outil qui est moins utilisé à l'INPI que la marque, bien évidemment. Et enfin, parlons de droit d'auteur, les œuvres littéraires, les créations musicales, graphiques, plastiques, logicielles aussi, création de l'art appliqué, les créations de mode. Donc, le titulaire bénéficie de droits allant jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Donc là, je l'ai déjà évoqué, 70 ans post-mortem. On cherche une originalité aussi, quand même, hein, sur ce droit d'auteur pour qu'il soit bien fort. La contrainte, et c'est là je m'arrête 2 secondes quand même, c'est la preuve de date de création. Je vous ai évoqué ça tout au début en vous disant que lorsqu'on dépose un brevet, une marque, un dessin et modèle, on avait une démarche à faire auprès de l'INPI. Aujourd'hui, ces démarches-là sont numériques, sont numérisées en tout cas sur le site de l'INPI. Pour le droit d'auteur, rien. Mais malgré tout, il faut se ménager une preuve de date de création. Et l'INPI a malgré tout un outil pour ça. L'outil de l'INPI s'appelle l'enveloppe Solo. SOLEAU. Aujourd'hui, elle est numérisée aussi, hein, donc on peut déposer sous format numérique sa création. Et cette enveloppe Solo permet de dater une création. C'est-à-dire, voilà, moi, à cette date-là, j'avais créé ça. Et le ça en question, qui est sous format numérique le plus souvent maintenant, vous le téléchargez sur le site de l'INPI qui, en retour, va vous délivrer un certificat d'enregistrement daté. Cette opération, enveloppe solo à l'INPI, pas très cher, elle coûte une quinzaine d'euros, et permet effectivement assez rapidement de faire cette preuve de date de création. D'autres utilisent d'autres outils, hein. Certains s'envoient à eux-mêmes une lettre recommandée, à l'intérieur de laquelle est décrite la création en question. Lorsque vous récupérez l'enveloppe en question par le facteur, eh ben, vous avez un beau tampon de la poste avec une date qui figure sur votre enveloppe. Vous n'ouvrez pas l'enveloppe, vous gardez cette enveloppe dans une armoire et le jour où vous en avez besoin, vous la ressortez en vous disant, regardez, j'avais envoyé une enveloppe
recommandé à moi-même. La date figure sur l'enveloppe. Si vous l'ouvrez, vous avez ma création à l'intérieur. Une autre manière de faire une preuve de date de création. Clairement, utilisez l'enveloppe solo. Hein. Utilisez pas les solutions bis que vous pouvez entendre à droite à gauche. Utilisez l'enveloppe solo, ça coûte une quinzaine d'euros, c'est pas très cher. Et devant les tribunaux, en particulier en France, ça a une valeur juridique béton. Voilà, hein. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc autant je crie haut et fort qu'il n'y a pas de démarche administrative à faire pour déposer un dessin et modèle, autant je vous dis quand même, faites une enveloppe solo pour avoir une preuve de date de création. C'est le minimum. Le prix du droit d'auteur, évidemment, va dépendre de ce que je viens de dire. Hein, va dépendre du mode de preuve que vous allez mettre en œuvre. Encore une fois, l'enveloppe solo, c'est 15 euros. Un courrier recommandé, c'est quelques euros à la poste aussi. Donc, c'est pas forcément très cher. Mais ça me permet là, sur cet aspect-là, de rebondir et de mettre en lumière un petit peu le prix des différents titres de propriété, hein, avant de vous parler d'exploitation. Vous avez donc sur le droit d'auteur un prix qui est vraiment très faible, encore une fois. Sur le modèle et la marque, vous avez une grille de taxes à l'INPI qui va vous amener à faire un dépôt autour de 200-300 euros, hein, en termes de prix. Et pour le brevet, là, on change de dimension. On change de dimension dans le sens où, comme je vous l'ai expliqué et montré tout à l'heure, il s'agit de rédiger un texte. Ce texte, ce n'est pas vous qui le rédigez, c'est un conseil en propriété industrielle qui le fait. Ce conseil en propriété industrielle devra être rémunéré, va avoir un prix, un coût. Voilà. Et globalement, si vous voulez, ils sont tous à peu près dans les mêmes eaux, mais ça va vous coûter entre 4 et 5 000 euros pour déposer un brevet en France. Donc, on n'est pas du tout dans la même cour. Dans ces 4-5 000 euros, vous avez essentiellement des honoraires de ce conseil en propriété industrielle parce que la taxe INPI est de l'ordre de 270 euros, si vous voulez. Hein, tout le reste, ce sont des honoraires du conseil en propriété industrielle. Moi, si vous voulez, je suis un vieux de la vieille. Maintenant, ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine-là. Je n'ai pas d'exemple de quelqu'un qui a déposé lui-même, c'est-à-dire sans aide, sans conseil en propriété industrielle, et qui a réussi son dépôt et a réussi à faire de l'argent. Je n'ai pas d'exemple, tout simplement. Voilà. Hein, juridiquement parlant, bien sûr, l'INPI ne vous impose pas de passer par un conseil en propriété industrielle. Vous pouvez vous présenter, hein, sur le site de l'INPI tout seul, et déposer un texte, pas de souci. Je ne donne pas cher de votre brevet, tout simplement. Il y a tellement de contraintes juridiques et administratives, si vous voulez, à gérer, qu'on ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, c'est un métier. Hein, et malheureusement, ce métier, il est payé. Enfin, malheureusement, comme tout métier, hein, il y a un coût, hein, qui est afférent à tout métier. Mais, voilà. Mais ça amène ce type de propriété à un autre niveau que les autres, voilà, hein, où le dépôt peut se faire par vous-même. Déposer une marque, un dessin et modèle. Si vous êtes bien réveillé un matin et que vous lisez bien les consignes données par le site de l'INPI, vous vous en sortez. Vous vous en sortez. Vous pouvez faire ça vous-même. Pour 200-300 euros, ça peut être fait. Le brevet, ce n'est pas le cas. Voilà. Il faut faire appel à un conseil et c'est pour ça qu'on change de dimension quelque part en termes de prix. On parlait tout à l'heure de preuves, lettres recommandées et enveloppe solo. J'ai deux questions. Alors, la première, je pense avoir la réponse. Le mail n'est pas une preuve. Ah non, 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 Hein. non, n'a jamais été, ne le sera jamais, Voilà. probablement, hein, parce que voilà, on peut trafiquer l'empreinte numérique de ce mail. Donc voilà, Ouais. Et puis la deuxième question concerne l'enveloppe solo. Il y a un renouvellement à faire et si on dépasse les 5 ans, on renouvelle, on refait une nouvelle demande, comment ça se passe? Alors, l'enveloppe solo peut être, est de 5 ans, peut être renouvelée une fois. Donc ça fait Oui, 10 en tout. ça fait 10 en tout. Ensuite, l'enveloppe solo peut malgré tout être utilisée devant un tribunal pour faire une preuve de date de création. Elle peut malgré tout être utilisée, mais il est préférable effectivement de redéposer, bien évidemment. Hein. Parce que si effectivement l'exploitation n'a pas démarré, ben on va redéposer une enveloppe solo, tout simplement. Ok. Effectivement. Ok. Donc voilà un petit peu pour les présentations un petit peu plus précises de brevets, marques, dessins et modèles, droit d'auteur. J'ai évoqué les coûts qui étaient afférents à ces différents dépôts. Euh,
Maintenant, je vais vous parler, je ne change pas de sujet, hein, évidemment, mais je vais plus vous parler de qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait de ce type de propriété? Maintenant, on a déposé une marque, un dessin modèle. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait de ce type de propriété? Et ce qu'on en fait, si vous voulez, ce qu'on veut en faire, c'est bien de l'argent. Alors cette fois, il y est, hein, les billets de banque y sont. Hein. Euh, c'est faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, si vous voulez, on a trois solutions. On a trois solutions. La première, c'est la solution la plus évidente. Vous déposez une marque, c'est pour votre activité, c'est vous qui exploitez, c'est l'utilisation par vous-même de ce titre de propriété. C'est la première solution, c'est la solution la plus logique, quelque part. La seconde solution, c'est la location. Dans le monde de la propriété industrielle, on va appeler ça une licence. C'est la deuxième solution. Et la troisième solution, c'est la vendre. Vendre votre titre. Dans le monde de la propriété intellectuelle, on appelle ça une cession. Imaginez un titre immatériel de propriété tel que le brevet, la marque et les dessins et modèles, c'est comme une maison. C'est soit vous l'habitez, c'est l'exploitation, soit vous la louez, c'est la licence, soit vous la vendez, c'est la cession. La laisser sans aucune de ces trois solutions n'a jamais été une bonne idée, même pour une maison. Elle va se défraîchir, elle va vous coûter de l'argent, une taxe foncière tous les ans. Voilà. Mais l'image, si vous voulez, vous pouvez la garder. Une maison, c'est soit on l'occupe, soit on la loue, soit on la vend. Un titre de propriété tel que je vous ai présenté ce matin, c'est soit on l'exploite, soit on fait une licence, soit on fait une cession. Dans certains cas, on peut mixer les solutions, mais en tout cas, ces solutions-là sont à votre disposition pour exploiter votre titre de propriété et faire de l'argent quand même. L'exploitation, c'est assez simple. Hein. C'est vous qui mettez sur le marché le produit couvert par le droit. Le monopole, c'est vous qui l'avez ménagé. C'est à vous de réagir aux contrefaçons, évidemment. Et là, petite remarque, le premier contrefacteur qui se présente, attrapez-le. Il faut absolument l'attraper, le premier. Parce que si vous restez inactif et passif sur le premier contrefacteur, il y en a 15 derrière, et quand vous en avez 15 derrière, c'est terminé. Vous n'arriverez pas à suivre financièrement au niveau des actions. Donc le premier, il faut montrer et marquer son territoire. Il faut faire les démarches pour maintenir son titre. Hein. Je vous ai parlé de renouvellement pour la marque, je vous ai parlé de paiement d'annuité pour le brevet, ça c'est à vous de le faire. Donc ça, c'est assez simple. Exploitation, c'est vous l'acteur et vous exclusivement l'acteur. La licence, c'est différent. C'est j'autorise un tiers à exploiter à ma place. Je trouve quelqu'un qui est intéressé par mon titre de propriété, si c'est un brevet qui est intéressé par ma techno, si c'est une marque qui est intéressée par ma marque, et je l'autorise à exploiter à ma place. Je rédige un contrat de licence, hein, ça se matérialise par un contrat, bien évidemment, mais je reste titulaire des titres, donc c'est moi qui continue à faire les démarches nécessaires pour maintenir les droits. C'est moi qui paye les renouvellements, c'est moi qui paye les annuités, s'il s'agit d'un brevet. Et je surveille mon licencié, je regarde s'il ne va pas au-delà de ce que je lui ai autorisé de faire, évidemment. Surveiller mon licencié, c'est aussi, voilà, surveiller qu'il travaille bien, parce que signer un contrat de licence avec un licencié qui ne fait rien, c'est pas très intéressant. Le cas échéant, réagir aux contrefaçons, c'est toujours moi le titulaire, donc c'est moi qui réagis. J'ai la possibilité, lorsque j'ai un contrat de licence, de prendre le licencié avec moi pour agir. Souvent, c'est les deux qui agissent en même temps. Et j'ai une petite inscription au registre à faire. Inscription au registre de l'INPI, disant que j'ai signé une licence. Ça, c'est important. C'est important pour que le titre soit bien opposable au tiers. C'est important de faire cette petite démarche d'inscription au registre. Ça, c'est le schéma de la licence. Alors, dans le contrat de licence, il y a quoi? Il y a les titres de concernés, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire, le licencié? Exemple, je trouve un licencié en Allemagne pour mon titre, pour mon brevet en Allemagne, eh ben, je l'autorise à exploiter ma technologie, mais seulement en Allemagne. Je ne l'autorise pas à aller en Autriche ou en France. Voilà. Hein, c'est ça, le droit des licenciés, du licencié. Licence exclusive, non exclusive. Ça, vous le comprenez bien. Est-ce qu'il sera seul, pas seul, sur son territoire? Souvent, il aime bien être seul. Hein. Qui agit en cas de contrefaçon? Est-ce qu'il vient avec moi pour agir en cas de contrefaçon ou pas?
Et la rémunération, ma rémunération en l'occurrence, hein, ce qu'on appelle les redevances, qu'est-ce qui me paye en contrepartie de l'autorisation d'exploiter mon titre de propriété. Qu'est-ce qui me paye? Quel est le montant des redevances? Est-ce que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est un prix fixe par produit vendu? Est-ce qu'il y a des minima? Est-ce qu'il y a des maxima? Comment ça évolue? Comment les redevances évoluent dans le temps? Voilà. Tout ça, c'est défini dans ce contrat de licence. Et une petite chose aussi qui est prévue, c'est encore une fois, si un brevet est concerné, quels sont le culte des perfectionnements. Alors ça arrive quasi tout le temps. Vous déposez un brevet, vous avez un super brevet, vous trouvez un licencié, ok, vous signez un contrat de licence, ok, le licencié exploite la techno, très bien, mais ce licencié, en exploitant cette techno, bah, finalement, va avoir des idées d'amélioration de la techno en question. Améliorations qui seront potentiellement brevetables aussi. Qu'est-ce qu'on en fait de ces améliorations? Qui c'est qui dépose? Est-ce que vous, le titulaire du brevet initial, vous êtes impliqué dans le dépôt ou pas? C'est une source de fâcherie qu'il faut gérer avant dans le contrat de licence. Voilà. Exemple de contrat de licence classique que l'on peut trouver sont les contrats de franchise. Hein. Dans une franchise, il y a plein de choses dans un contrat de franchise, mais un contrat de franchise, un contrat de licence. Hein, le premier article, c'est que vous avez le droit d'utiliser la marque du réseau. Hein. Il y a un titre de propriété, voire plusieurs titres de propriété en fonction des différentes illustrations qui peuvent exister, mais en l'occurrence, un contrat classique de licence, de franchise est un contrat de licence tel que je vous l'explique là. Licence, deuxième solution. Troisième solution, la cession, c'est je vends mon titre. Voilà. Je vends ma marque, mon dessin modèle, mon droit d'auteur, mon brevet. Je trouve un acquéreur, hein, et c'est cet acquéreur qui va après faire les démarches nécessaires pour maintenir les droits. C'est plus moi qui fais les renouvellements des annuités, c'est mon acquéreur qui va s'occuper de cela. C'est lui qui va aussi s'occuper des contrefaçons, bien sûr, parce que c'est lui qui est titulaire du titre maintenant, et ce n'est plus moi. Et comme la licence, une petite inscription au registre pour dire que j'ai vendu. C'est un petit passage obligé pour pouvoir rendre opposable ce titre-là au tiers. Pascal, je crois que je suis arrivé au bout de ma présentation et des choses que j'avais à dire. Je précise simplement qu'au niveau pays, acteurs en région, vous allez trouver bien sûr le réseau des CCI. N'hésitez pas à les mobiliser, voire le réseau des chambres des métiers aussi. Maintenant, ils me connaissent bien. Oui. Pas de souci. Hein. Il y a l'INPI qui existe en région, hein, l'Office français de propriété intellectuelle qui a deux représentants en région qui sont mobilisables aussi. Et bien sûr, les conseils en propriété industrielle que j'ai cités tout à l'heure pour en particulier le dépôt d'un brevet. C'est une profession réglementée. Il y en a quelques-uns en Bourgogne-Franche-Comté, on a de la chance, on est bien doté, il y a du monde, il y a moyen de faire un petit peu de concurrence autour de ça. Donc voilà, j'ai effectivement toutes les coordonnées, donc vous pouvez venir vers moi si vous êtes intéressé. L'INPI l'a publié aussi, hein, la liste des conseils en propriété industrielle encore une fois, c'est une profession réglementée, donc ils ont un tampon aussi, ces dames et ces messieurs. Donc c'est publié aussi par l'INPI. Et puis, je crois que j'ai fini. Voilà. Voilà comment je m'appelle, mon adresse mail. Super, Et voilà un petit peu en 1 heure et demie c'est ce que bien. je peux vous dire sur la propriété intellectuelle et les titres de propriété intellectuelle. Alors moi, j'aurais deux petites remarques. La première concerne nos entreprises. Tu en parlais tout à l'heure, hein, quand ils ont leur nom d'entreprise, le conseil, c'est de le déposer sous forme de marque une fois qu'ils ont leur nom d'entreprise. Tout à fait. Hein. Ce n'est pas un passage obligé, hein, c'est vrai, hein, ce n'est pas obligatoire. Autant, effectivement, lorsque vous ouvrez une activité, Pascal vous dira très bien, hein, il y a une inscription à faire quelque part, administrativement, il faut s'inscrire. Euh, Autant le dépôt de la marque en parallèle n'est pas un passage obligé. Moi, je vous le conseille. Je vous le conseille tout simplement pour pouvoir défendre votre précaré, quelque part. Hein. Lorsque le concurrent arrivera,
ben vous aurez bien sûr la concurrence déloyale comme terrain juridique pour agir parce que vous vous êtes inscrit à un quelconque registre du commerce. Euh, mais vous aurez aussi la contrefaçon, hein, qui est un autre terrain juridique qui est plus intéressant pour vous défendre. Hein, Par donc contre, les deux se complètent quelque part. la difficulté, c'est justement pour un créateur, comment savoir si ce que je prends existe ou pas. Ah, On a 30 secondes. j'étais sûr que la question allait venir. J'étais sûr que la question allait venir parce que c'est une question assez traditionnelle. Euh, alors, ce que je peux dire là-dessus, un, ne sous-estimez pas la difficulté qui existe de créer une identité. C'est très difficile aujourd'hui. On est dans la semaine du numérique hein, à la Chambre des métiers, mais le numérique a généré, si vous voulez, un monstre. Hein, que j'appelle un monstre, un monstre, parce que sur le net, quel que soit le nom que vous allez prendre, bah, vous allez le trouver quelque part, utiliser quelque part. Voilà. Euh, donc, c'était ne pas sous-estimer la difficulté de trouver une dénomination qui est disponible. C'est quelque chose de relativement difficile. Euh, Lorsqu'un créateur est bien motivé au départ, voilà, il a son nom en tête. Pour lui, si vous voulez, il n'y a pas de problème de disponibilité. Attention, attention, attention. Hein, ne partez pas trop vite. Il est tellement dommage de se retrouver, après avoir créé et démarré son activité, 3 mois, 6 mois ou un an plus tard, recevoir une lettre recommandée d'un titulaire de marque en disant mon coco, maintenant, soit t'arrêtes, soit tu auras des problèmes. Euh, et souvent, ces lettres recommandées sont fondées quelque part. Donc, voilà, c'est tellement impactant quelque part pour vous qu'il y a lieu de prendre des précautions préalables. Et ces précautions, je vais y venir justement, des précautions qui il s'agit de faire un minimum de recherche d'antériorité, si vous voulez. Hein. Alors le minimum, bien sûr, ça commence par ce que je vous ai évoqué ce matin, c'est la marque. L'INPI publie sur son site data.inpi.fr une base de données. Une base de données contenant toutes les marques qui ont été déposées. Voilà. Vous avez tout là-dedans. Vous avez un petit écran de recherche, vous avez l'onglet marque, voilà, un petit écran de recherche qui vous permet d'aller rechercher un certain nombre de termes que vous avez imaginés pour votre activité et de vérifier si ce terme-là est déjà déposé ou pas. Alors, bien sûr, le terme, lorsque vous allez le taper sur ce moteur de recherche, euh, tapez-le avec différentes versions. Hein. S'il y a un O dans votre nom, tapez peut-être AU aussi. Voilà, essayez différentes formes, bien sûr. Premier conseil. Et deuxième conseil, lorsque vous allez tomber sur des enregistrements existants, allez voir si ces gens-là agissent dans le même domaine que vous. Euh, il peut y avoir des antériorités, le terme peut avoir été protégé, mais pas du tout pour les mêmes activités, auquel cas cette antériorité-là n'est pas gênante. Deuxième conseil. Troisième conseil, mais là, c'est un conseil, si vous voulez, qui, bon, vous allez comprendre lorsqu'on donne effectivement un avis sur une matière qui a un caractère juridique, c'est jamais blanc, c'est jamais noir, c'est toujours gris. Hein. C'est un peu le problème. Bon. Disponibilité d'un nom, on est toujours dans le gris aujourd'hui. Ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps qu'on ne peut plus dire que tel ou tel terme est complètement disponible. Ah, monsieur, j'ai rien trouvé. On fait des recherches d'antériorité de temps en temps ici à la CCI. Il y a 20 ans, 25 ans, on nous arrivait de dire on a fait tout ce qu'il fallait dans les bases, on n'a rien trouvé. Aujourd'hui, on trouve toujours quelque chose, hein, si vous voulez. On est toujours dans le gris, on est toujours dans si vous voulez, dans l'appréciation du risque de l'utilisation de ce terme-là. Donc, lorsque vous êtes un peu bloqué par peut-être une marque préexistante ou une utilisation préexistante, regardez un petit peu qui est derrière la marque. Est-ce que c'est monsieur David Jeanbrun habitant à Brest ou est-ce que le déposant c'est L'Oréal? C'est pas tout à fait la même histoire, si vous voulez. À partir du moment où vous avez un gros acteur qui est titulaire de la marque, pas touche, n'y allez pas parce que vous êtes sûr d'avoir des problèmes. Lorsqu'il s'agit d'un petit déposant qui a une petite boutique au fin fond du port de Brest,
vous pouvez vous dire, si je me lance, voilà, le risque que ce gars-là me trouve est certainement moins important que s'il s'agit d'une grosse entreprise. Voilà. Essayez peut-être essayer de gérer les risques. Maintenant, ceci étant, bien évidemment, lorsqu'on est en phase de création, lorsqu'on démarre une activité, lorsqu'on cherche une identité, lorsqu'on cherche un nom, on a encore la possibilité de changer. Donc, c'est le moment où il faut essayer d'être le plus créatif possible et d'éviter, tant que ce soit possible, bien sûr, d'éviter les termes déposés. Donc, premier axe, les marques déposées, bien sûr, c'est le sujet de ce matin. Il faut aller sur ce registre et vérifier que le terme que vous envisagez n'est pas déjà déposé ou pas. Je vous précise malgré tout que si vous redéposez dans le même domaine, pour la même activité, une marque qui est déjà déposée, l'INPI ne va pas vous le dire. L'INPI va enregistrer le truc comme si c'était une marque, il va juste vérifier que vous avez bien payé, que vous avez bien coché les bonnes cases, va vérifier administrativement que tout va bien, et voilà. Hein. Donc, cette petite remarque, juste pour vous dire que lorsque vous allez explorer cette base de données, que vous tombiez sur 10 fois la même marque dans le même domaine, c'est pas étonnant, ça arrive. Hein, ça arrive parce que l'INPI ne vérifie pas. Pour les brevets, il vérifie, pour les marques, il vérifie. Bon, même chose pour des logos, je me suis fait faire un logo, je vérifie, je le dépose, etc. Alors, l'aspect du logo est plus sensible, Pascal, parce que lorsqu'on parle d'une dénomination, je peux, avec mon clavier d'ordinateur, la taper. Lorsqu'on parle d'un logo, évidemment, avec mon clavier, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. Et les outils de recherche d'antériorité, avec comme élément d'entrée un logo, même si l'intelligence artificielle fait des bons en avant énormes en ce moment, aujourd'hui, on n'a pas véritablement d'outils qui nous permettent de faire une recherche d'antériorité vraiment efficace. Donc, le conseil sur le logo, j'ai deux conseils sur le logo. Hein. Sur le logo, le premier conseil, c'est éviter ce qu'on a évoqué tout à l'heure, éviter de s'inspirer de ce qui existe déjà. Hein, voilà. Hein. D'une part, ça c'est sûr. Donc, essayez d'être vraiment créatif de votre côté. Alors, créatif, vous, en tant que dessinateur, ou créatif vis-à-vis d'un prestataire que vous allez mandater pour créer ce logo-là. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, si vous utilisez un prestataire, clairement, j'en reviens à mon intervention de ce matin, votre prestataire va prendre son dessin. Alors aujourd'hui, c'est une souris, hein, c'est plus un crayon, hein, c'est une souris. Il va prendre sa souris, il va faire votre logo, et il y a un droit d'auteur qui va naître sur sa tête à ce gars-là. Il y a un droit qui va naître sur la tête de ce dessinateur, de ce prestataire. Ce droit d'auteur ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous le titulaire, c'est votre prestataire qui est titulaire de ce droit d'auteur. Donc il faut prévoir, lorsque vous faites appel à un créatif, quel qu'il soit, pour par exemple la création de votre logo, il faut prévoir dans le contrat que tous les droits associés effectivement à ces créations vous reviennent à la fin de la prestation, bien sûr, hein, pour que vous soyez bien titulaire de ces droits-là et que ces droits-là ne restent pas au fin fond d'une agence de communication, par exemple. Donc ça, c'est très important. Mais c'est vrai que les recherches d'antériorité sur les logos, pour en revenir à ta question, Pascal, voilà, c'est quelque chose de très hypothétique aujourd'hui. Je pense que c'est le genre de choses qui vont faire des progrès énormes dans le futur, avec des outils d'intelligence artificielle en particulier. Mais aujourd'hui, on est assez bloqué, donc il s'agit voilà, d'être créatif. Alors, j'ai deux petites questions, mais puis on terminera là-dessus. Il y a Yannick toujours. J'ai déposé le nom de ma marque. Est-ce que ça la protège des déclinaisons du type le nom de ma marque.fr que je ne Alors, connais pas, est-ce que ça me protège? Oui, ça vous protège, parce que le fait de que l'avoir quelqu'un déposé? lance une activité avec juste un point .fr derrière, si vous voulez, la confusion des clients va être évidente. Donc, c'est protégé quand même. Euh, Là où peut-être la question est plus, pas forcément là, mais sur l'enregistrement du nom de domaine, quelque part. Hein. Euh, Vous êtes, si vous voulez, en tant que titulaire de la marque, vous pouvez être légitime à demander à ce que le nom de domaine en .fr qui a été déposé par un tiers vous revienne, par contre. Ça, c'est possible.
Maintenant, malgré tout, et c'est là, si vous voulez, où je voulais en venir et quand même terminer là-dessus, les recherches d'antériorité que vous faites, bien sûr qu'il faut aller rechercher le registre des marques, c'est le sujet de ce matin, encore une fois, mais pas que. Allez regarder le registre du commerce et des sociétés pour regarder si quelqu'un d'autre n'a pas déjà utilisé, n'utilise pas déjà ce nom-là pour l'activité que vous envisagez. Même schéma. Et regardez les registres en .fr, .eu, .com pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui utilise déjà ce terme-là en tant que nom de domaine cette fois. Toujours sur la même activité, parce que ça aussi, ça peut vous générer des problèmes. Hein, ce titulaire-là peut vous dire, bah non, moi j'étais le premier sur la place, même si je n'ai pas déposé de marque, ok. Mais j'utilise le nom de domaine en .fr et voilà, j'étais là avant vous. Donc, si vous voulez une recherche d'antériorité et une recherche de disponibilité d'un nom, se fait en 3 étapes: registre des marques, registre du commerce et des sociétés et registre des noms de domaine dans l'extension ou dans les extensions que vous envisagez. Allez, j'ai une dernière petite question, puis après on arrêtera. C'est Ellie qui est ébéniste designer. Donc, convaincu d'utiliser l'enveloppe solo, mais Oui. est-ce que je peux déposer un modèle, par exemple, 2 ans après ma création et mon enveloppe solo, parce que je risque d'avoir des commandes un petit peu plus importantes. Je dirais, si je comprends la question, pour l'instant, je le fais comme ça en création basique. Et puis, si éventuellement ça marche, ben, je vais avoir une diffusion à plus grande échelle. Moi, j'aurais tendance à dire, on dépose dès le départ. Ah, j'aurais plutôt cette tendance-là, hein, si vous voulez déposer dès le départ. Vous êtes ébéniste, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, de déposer une enveloppe solo à chaque création. Hein, vous pouvez vous dire, voilà, moi j'ai travaillé X mois, hein, 6 mois ou même un an, j'ai travaillé hein, sur un certain nombre de créations. Voilà, ces créations-là, bah, je les mets dans un document numérique quelconque, hein, type PDF, et je dépose une enveloppe solo tous les ans ou tous les 6 mois. Voilà, ça serait, si vous voulez, une bonne pratique. De dire, je ne fais rien jusqu'à temps que Ah oui. j'ai des clients, On prend le risque. il y a un risque quand même qui est effectivement sur la durée pendant laquelle vous avez attendu, bien sûr, évidemment. Il y a un risque juridique là sur cet aspect-là. Donc voilà, je serais plutôt enclin à vous dire regroupez vos créations et déposez régulièrement tous les 6 mois, tous les ans, par exemple, une enveloppe solo avec toutes les créations à l'intérieur, plutôt que d'attendre de voir lesquelles prennent auprès de vos clients, quoi. On se caricature un petit peu, il suffit que je fasse une expo ou quelque chose, je ne l'ai pas déposé, il y en a un autre qui peut très bien dire, bah, c'est moi qui l'ai fait. En poussant le bouchon, oui, bien sûr. Oui, hein, ok. Oui, bien sûr. Même si c'est du vol. Entre guillemets, voilà, hein, Même si c'est du vol, ouais, mais il va falloir le prouver, le vol. ouais, Donc, il vous faut des outils de preuve de création. Encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue, ouais. mais voilà. Ok, ben moi c'est tout bon, hein, on a tout balayé. Parfait. Donc je vais reprendre la main s'il te plaît, OK. Alors, j'arrête mon partage. et Ça y je est, je t'ai reprends la rendu main. la main. Merci. Allez, c'est bon, vous voyez mon écran? Oui, Pascal, on a à nouveau la carte Voilà, DFC. donc pour vous rappeler hein, les collègues dont on a parlé tout à l'heure, et puis nos domaines d'accompagnement hein, sur tout ce qui touche au numérique, hein, on ne va pas lister tout, vous avez toutes les infos sous les yeux, les diagnostics numériques, les cahiers des charges, etc. Et puis insister un petit peu sur la possibilité qu'on a de vous proposer des accompagnements gratuits sous forme de demi-journée, voire d'une journée maximum sur différents sujets. Voilà, vous les avez sous les yeux. Ça, c'est dans le cadre des financements qu'on a avec la région Bourgogne-Franche-Comté, où on essaye avec l'ensemble des collègues de vous accompagner au mieux. Donc, on retrouve la carte. Et puis, donc, nos webinaires dont on a eu aujourd'hui un très bon exemple, on les retrouve sur le site de la Chambre, hein, sur la plateforme de la Chambre. Et puis, la petite pub pour les 2 prochains rendez-vous. Alors cet après-midi, on va changer complètement de sujet sur l'open data, donc tout ce qui est donné en accès libre, hein, on va essayer de vous montrer tout ce qu'on peut utiliser avec ces données-là.
Et puis demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Thierry, mon collègue Thierry, sur les créations de sites Internet, voilà, les principes de base, comment on peut mettre en place son site en respectant les bonnes procédures. Voilà, bon, on voulait à nouveau vous remercier, hein. On a débordé un petit peu, mais bon, le sujet est très, très, très intéressant. Et puis, avec la preuve de toutes les questions qu'on a eues, on a vraiment eu voilà, de bons échanges avec à la fois Eric, que je remercie encore, et puis nos amis auditeurs qui étaient en ligne sur ce webinaire de ce matin.